Comment mieux replonger dans la jeunesse européenne impertinente et curieuse de ce siècle dont nous vivons la fin laborieuse qu'en suivant le regard de Walter Benjamin sur les métropoles de l'Europe continentale. Cette fascination de la grande ville, il l'a trouvée dans la lecture de Baudelaire, traducteur inspiré de L'homme des foules d'Edgar Poe, qui note en ses phrases les rapports du poète et de la multitude urbaine. Celui qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses. Qu'on l'appelle errance ou flânerie, cette façon gourmande de pénétrer les secrets d'une ville, tantôt le nez levé vers les superstructures haussmanniennes de Paris ou les colonnes et balustres Jugendstil de Berlin, tantôt les yeux ouverts sur les trompe-l'œil de certaines façades ou le clair-obscur de certaines galeries, il paraît que c'est mon père, Franz Hessel, qui y aurait initié son ami Walter. Et pourtant, quelle différence entre leurs deux tempéraments. Franz et Walter, les deux grands amis, se sont rencontrés dans le milieu berlinois des années 20, tous les deux très intéressés par Bertolt Brecht, tous les deux proches de Kafka, lecteurs donc aussi de Rilke. Et très vite, ils se sont aperçus qu'ils avaient le même goût, l'un et l'autre, pour le XIXe siècle finissant, pour Baudelaire, dont l'un et l'autre a fait des traductions de poèmes, très difficile de bien traduire un poème. Mon père était un traducteur professionnel, toute sa vie, il a traduit du français en allemand. Benjamin, c'est occasionnellement qu'il a accompagné mon père dans la traduction de La recherche du temps perdu de Proust, mais il a beaucoup réfléchi sur le sens de la traduction. Il y a des textes très intéressants de Walter Benjamin sur ce sujet. La vraie traduction est transparente. Elle ne cache pas l'original, ne l'éclipse pas, mais laisse, d'autant plus pleinement, tomber sur l'original le pur langage, comme renforcé par son propre médium. J'ai des souvenirs de Walter Benjamin dans notre appartement du 15 Friedrich-Wilhelm-Straße, où il venait rendre visite, et notamment à ma mère, pour laquelle il avait beaucoup de considération, qu'il considérait comme une femme de haute intelligence, ce qui est effectivement le cas, moi je le pense. Elle a fait une œuvre très intéressante, et notamment elle s'intéressait à l'époque à la mode, et elle a écrit des textes sur ce que signifie la mode sociologiquement, qui intéressait beaucoup Benjamin. Ils se sont donc connus à Berlin, mais ils se sont aussi retrouvés à Paris, dans cette époque du surréalisme, l'époque où Aragon venait de publier Le Paysan de Paris, et ils se sont donc passionnés l'un et l'autre pour la flânerie dans Paris, et plus particulièrement pour ce que Benjamin a appelé ensuite les passages, mais qui était une des réalités parisiennes. C'était l'époque, au début du XXe siècle, où on démolissait un certain nombre de vieux passages du XIXe siècle et on les remplaçait par d'autres. C'est notamment le cas du passage des panoramas. La ville se reflète dans 1000 lieux, 1000 objectifs. Car ce ne sont pas seulement le ciel et l'atmosphère, pas seulement les publicités lumineuses sur les boulevards du soir, qui ont fait de Paris la ville lumière. Paris est la ville miroir, l'asphalte poli comme un miroir de ses avenues. Devant tout, les cafés, des parois de verre. Les femmes se regardent ici plus encore qu'ailleurs. La beauté des Parisiennes est sortie de ces miroirs. Avant que l'homme ne les aperçoive, elles ont déjà interrogé 10 miroirs. Les miroirs sont l'élément spirituel de cette ville, son emblème.
à l'intérieur duquel sont venus s'inscrire les emblèmes de toutes les écoles poétiques. On peut dire que c'est mon père qui connaissait Paris mieux que Benjamin, et depuis plus longtemps, puisqu'il y était arrivé en 1906 ou 7, qui a initié Benjamin, qui se laissait volontiers initier, à la particularité de ce Paris du XIXe siècle, ce Paris de la modernité, des débuts de la modernité, qui a tellement passionné Benjamin et dont on retrouve les traces dans toute son œuvre jusqu'à la fin. Mais à cette époque, donc, dans les années d'avant la Deuxième Guerre mondiale, d'avant la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne, Benjamin aimait se promener et travailler, car il était un travailleur. Et ici, dans cette salle superbe de la Bibliothèque nationale, il était là et il demandait des livres et il regardait les livres et il prenait des notes. Et déjà, il faisait la distinction entre parler et écrire. Et pour lui, écrire était une façon d'être humain qui était plus particulière, plus forte et aussi plus ambiguë que de parler. Et il a beaucoup réfléchi sur ce que c'est que l'écriture. Et ici, dans cette salle, il écrivait. Et il écrivait, il prenait des notes. Il avait des quantités de fiches et de notes. Et de cela aussi, je me souviens, car quand il venait à la maison de temps en temps, plus tard, eh bien, il était toujours accompagné d'une serviette dans laquelle il y avait ses notes. C'était un homme de véritable érudition. Tout ce qu'il savait sur le monde tenait dans sa serviette. Aucune ville n'est liée aussi intimement au livre que Paris. Si Giraudoux a raison quand il dit que l'homme a le plus haut sentiment de liberté en flânant le long d'un fleuve, la flânerie la plus achevée, par conséquent la plus heureuse, conduit ici encore vers le livre et dans le livre. Car depuis des siècles, le lierre des feuilles savantes s'est attaché sur les quais de la Seine. Paris est la grande salle de lecture d'une bibliothèque que traverse la Seine. Mon père était bien conscient que la notion du flâneur, sur laquelle il a fait une partie de son œuvre, est une notion qui a intéressé Benjamin. Le titre de son premier ouvrage, Sens unique, est bien aussi un mouvement de flânerie à travers l'histoire. Et donc, ils étaient proches et ma mère a joué un rôle, je pense, dans l'évolution de la pensée de Benjamin. Non seulement parce qu'elle avait un sens aigu de la propreté, de la netteté, et que quand elle voyait Benjamin, elle avait toujours envie de lui raccommoder un peu sa chemise et sa cravate. Mais elle l'admirait, elle aimait l'entendre parler. Et donc cette famille, la mienne, dont je garde naturellement à peu près tous les préjugés et toutes les valeurs, eh bien c'était très proche de ce qu'a été Walter Benjamin tant qu'il a été encore parmi nous. Trop peu de temps, hélas, car sa fin nous prive d'une pensée qui aurait été passionnante pour l'immédiate après-guerre. C'est sûrement très important pour comprendre Benjamin de comprendre sa relation avec Paris et sa relation très personnelle avec ce lieu, la Bibliothèque nationale. N'oublions pas que c'est Georges Bataille qui en avait à l'époque des années 30, qui en avait la responsabilité, et les relations Benjamin-Bataille, je suis sûr que quand les chercheurs iront encore voir ce qui reste des archives de l'un et de l'autre, on verra l'importance, l'influence que Bataille a eue sur Benjamin, mais sans doute aussi l'influence que la pensée de Benjamin a eue sur Georges Bataille. Tous les deux avaient en commun, me semble-t-il, une grande considération pour
l'évolution de cette ville, de ce Paris, qui est resté à travers le 19e et le 20e siècle un lieu unique, traversé effectivement par la Seine. Et Apollinaire, qui a beaucoup parlé du pont Mirabeau et de la Seine, était probablement pour les deux le poète par excellence. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Mon père l'a beaucoup admiré et Benjamin le connaissait aussi l'entourage d'Apollinaire, c'est-à-dire cette façon de ne pas prendre la morale bourgeoise au sérieux du tout et de trouver au contraire que tout ce qui est jeu, tout ce qui est bordel, prostitution, libération des mœurs, c'était quelque chose qui leur était naturel. Quand on retrace la biographie de Benjamin, on voit vraiment d'étape en étape les échecs plus que les succès. Même son œuvre littéraire a été accueillie par des amis avec beaucoup d'enthousiasme, mais il n'a jamais été vraiment un homme public. Il n'a jamais réussi ni sa vie conjugale. Dora a été une compagne utile certainement pour lui, et son fils Stéphane, qui porte le même nom, même prénom que moi, non sans ambiguïté d'ailleurs, car les deux hommes se connaissaient déjà. C'était d'échec en échec. Et on peut dire que l'histoire se présentait à lui comme un échec. À cause de cela, ce merveilleux tableau de Klee, l'ange de l'histoire qui porte les mains en arrière comme pour éloigner les risques du progrès humain qui vient l'amener à fuir vers le passé, c'est quelque chose qui est très conforme à l'évolution de la mentalité de Benjamin. Il existe un tableau de Klee qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré, mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir, auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Il aimait beaucoup l'enfance, son enfance et l'enfance des autres, les jouets d'enfants. Il avait énormément joué avec des soldats de plomb, avec des petites poupées. Tout ça, ça l'intéressait beaucoup. Mais il n'a pas
il n'est pas sorti de son enfance et de son adolescence de façon victorieuse, mais plutôt de façon anxieuse. Le plancher du manège avec les animaux dociles tournait au ras du sol, à la meilleure hauteur pour rêver qu'on vole. La musique commençait, et une secousse arrachait à sa mère l'enfant qui tournait. Au début, il s'effrayait de quitter sa mère, mais il remarquait ensuite qu'il était lui-même loyal. Il trônait comme un souverain loyal sur un univers qui lui appartenait. À la tangente, les arbres et les indigènes faisaient la haie. Alors, sa mère ressurgissait dans une sorte d'Orient. Ensuite, une cime sortait de la forêt primitive, telle que l'enfant l'avait vue il y a déjà des siècles, pour la première fois ici, sur le manège. Il y avait chez lui une anxiété et aussi une angoisse de la mort. Il n'était pas heureux à l'idée de mourir. Et le fait qu'il se soit administré à lui-même ce qui l'a fait décéder est particulièrement aigu dans l'image que l'on a de lui, car c'est un homme qui n'aurait normalement pas eu le courage de mettre fin à ses jours. Il a fait une tentative de suicide quelques années avant sa mort, mais la mort ne lui était pas familière comme elle l'a été à d'autres. Mon père, par exemple, a abordé sa propre mort, qui s'est passée quelques mois après la mort de Benjamin, avec une grande sérénité. La vie était pour lui l'apprentissage de la mort, comme pour les philosophes de l'Antiquité, alors que pour Benjamin, l'angoisse, le sens du risque que courait le monde et auquel il aurait voulu apporter au moins une explication, était très fort chez lui et par conséquent rendait une vraie sérénité extrêmement difficile. Il y avait chez Benjamin un profond sentiment de déprime, lié sans doute aussi à son retour d'Union soviétique, car il y était parti avec Assia Lassis, avec l'idée qu'il y aurait peut-être une grande aventure à la fois politique et amoureuse, et ça n'a pas eu de suite. Et par conséquent, il était toujours un peu mélancolique, un peu dépressif. Il fallait le soutenir. Il souffrait beaucoup de ne plus avoir d'argent. Sa famille en avait, lui n'en avait plus. L'exil lui pesait, peut-être plus qu'à d'autres. Mon père aimait l'exil. Ma mère aimait la France et était très heureuse de ne plus être en Allemagne. Pour lui, la langue allemande et la littérature allemande et la pensée allemande, c'était la sienne. Et par exemple, il n'a jamais pu se résoudre à donner toute l'importance à son judaïsme. Scholem aurait voulu qu'il vienne en Israël. À l'époque, c'était la Palestine. Il en a été tenté à 2 ou 3 reprises. Il a presque accepté de partir là-bas, mais il n'a jamais réussi à se détacher de l'Europe, de l'Allemagne et de la France. C'est là qu'étaient ses ressources intellectuelles et philosophiques. À Hannah Arendt, Lourdes, 8 juillet 1940. Chère Anna, j'espère que ces lignes vous trouveront à mon Baos. Elles sont destinées à vous dire que je vous remercie de votre carte du 5 et je vous félicite d'avoir mis la main sur monsieur. Que je vous prie d'assurer de mes meilleures amitiés. Ça, c'est le style de Retz qui est en train de former le mien. Madame P. a retrouvé son mari passablement abîmé, paraît-il.
De Fritz, on a des nouvelles, mais il paraît qu'il ne soit pas libéré encore. Je serais plongé dans un cafard plus noir encore que celui qui me tient à présent, si, tout dépourvu que je suis de livres, je n'avais pas trouvé, dans le seul dont je dispose, la devise qui s'applique le plus magnifiquement à ma condition actuelle. Sa paresse l'a soutenue avec gloire durant plusieurs années, dans l'obscurité d'une vie errante et cachée. La Rochefoucauld en parlant de Retz. Je vous cite cela avec le sourd espoir d'attrister monsieur. Votre vieux Benjamin. Et je crois que Hannah Arendt aurait aimé que Benjamin fasse lui aussi le saut que d'autres ont fait à l'époque, de venir aux États-Unis et d'y trouver une nouvelle capacité de travail. Et Benjamin, naturellement, le souhaitait, puisque c'est aussi dans cette direction qu'il a organisé son évasion avec le chemin à travers les Pyrénées. Mais est-ce qu'il y croyait vraiment? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, la conversation que nous avons eue à Marseille quelques jours avant son départ montrait bien qu'il avait perdu confiance dans la capacité de Horkheimer et de Wiesengrund Adorno à vraiment comprendre les risques, les périls et les possibilités aussi qu'offrait l'histoire à cette époque. Walter Benjamin à Gretel Adorno, Lourdes, 19 juillet 1940. Walter Benjamin a écrit cette lettre en français. Ma chère Félicitas, ta lettre, écrite le 8, m'a rejoint en 8 jours. Je n'ai pas besoin de te dire le réconfort qu'elle m'a donné. Je dirais bien la joie, mais je ne sais si je pourrais connaître ce sentiment avant longtemps. Ce qui m'obscurcit au-delà de tout est le sort de mes manuscrits. Le moment n'est pas venu de te faire le récit des circonstances de mon départ. Cependant, tu t'en feras une idée en apprenant que je n'ai rien pu emporter que mon masque à gaz et mes effets de toilette. Je peux dire que j'ai tout prévu, mais que j'étais dans l'impossibilité de parer à quoi que ce soit. J'ajouterai que si rien de ce à quoi je tiens n'est actuellement à ma disposition, je puis conserver un espoir modeste quant aux fonds de manuscrits qui appartiennent à mon grand travail sur le XIXe siècle. Je tâcherai d'obtenir la permission de me rendre d'ici 8 à 10 jours à Marseille. Madame Favez m'apprend que Krakauer s'y trouve, qui s'occupe là, auprès du consulat américain, de son immigration. Ma sœur, qui a été relâchée du camp, se trouve ici, en un état de santé assez précaire. Comme c'est la première fois depuis San Remo que je me trouve dans la montagne, je ne constate que trop nettement combien l'action de mon cœur est devenue insuffisante. Il est probable que les émotions des derniers mois ont contribué à cet état de choses. Et tu me croiras sans peine, une situation qui est passible d'heure en heure des plus brusques changements continue de vous tenir en haleine. J'ai emporté un seul livre, les Mémoires du cardinal de Retz. Ainsi, seul dans ma chambre, je fais appel au grand siècle. Tu diras toutes mes amitiés à Teddy et ma gratitude dévouée à Max et à son ami. Toujours ton vieux Detlef. Je me souviens encore de l'avoir vu quelques jours avant, quelques semaines avant sa mort à Marseille, où je passais mon temps, le peu de temps que j'ai passé avec lui, à lui dire mais non, la guerre n'est pas perdue, il y aura une suite, il y aura de nouvelles possibilités pour l'histoire de l'humanité, et il n'y croyait pas, il n'avait pas confiance dans ses amis d'outre-Atlantique, et il était donc très mélancolique et déprimé, hélas. Ce mois d'août 1940, souvenons-nous, c'était la défaite française achevée
c'était l'armistice, c'était la victoire en Pologne et déjà presque aux environs de la Russie. C'était l'Angleterre toute seule sur son île, incapable de faire mieux que de résister, mais pas vraiment de se battre. C'était l'Amérique restée en dehors du conflit. C'était la Russie ayant accepté de partager la Pologne avec l'Allemagne. Il n'y avait pas de moment de la vie des démocraties plus sombre, un nadir. Et Benjamin le ressentait comme tel. Et il n'avait pas le sentiment que les démocraties avaient la force d'apporter à la situation la vraie réaction nécessaire, et notamment que l'Amérique n'entrait pas en guerre. C'est un fait qu'il n'y a plus eu de penseur depuis quelques décennies qui n'ait pris quelque chose dans l'œuvre de Benjamin. Et ce rapprochement entre civilisation et barbarie, ce rapprochement entre une histoire qui voudrait aller vers des valeurs et qui en réalité accepte une déperdition de ces valeurs, c'est une forme de pensée qui a été très précieuse pour la philosophie d'après la guerre. L'homme qui aurait pu et dû aider davantage Benjamin, et nous lui en voulons un peu, Adorno, Wiesengrund Adorno, a certainement, dans la suite de son œuvre, beaucoup profité de tout l'apport de la pensée benjaminienne. Donc on peut dire que à partir de ce lieu où nous sommes et de ce travail qui a été fait ici par cet exilé angoissé, est sortie une remise en question de certaines des évidences rationnelles et logiques au profit d'une enquête beaucoup plus approfondie sur ce que c'est qu'une ville, ce que c'est qu'un pays, ce que c'est qu'un homme et ce que c'est que l'histoire. Et là-dessus, l'apport de Benjamin reste précieux pour tous ceux qui ont écrit et travaillé après lui. Port-Bou, 25 septembre 1940. Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans un petit village dans les Pyrénées, où personne ne me connaît, ma vie va s'achever. Je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j'eusse voulu écrire.